Vous regardez Al24 News, madame, monsieur, bonsoir, à la une de l'actualité. La présidente de la Chambre des représentants américains, Nancy Pelosi, quitte Taïwan pour la Corée du Sud après avoir provoqué l'ire de la Chine. Pékin qui affirme que ces exercices militaires sont nécessaires et légitimes et qui décide de déployer des sanctions commerciales. Les pays de l'OPEP+ décident d'augmenter la production pétrolière totale de 100 000 barils jour dès le mois prochain. Le Razoni, navire transportant le premier chargement de céréales exporté par l'Ukraine, poursuit sa route vers le Liban après avoir été inspecté près d'Istanbul. Et au Yémen, le gouvernement et les Houthis acceptent de renouveler la trêve nationale pour 2 mois supplémentaires. C'est donc fait. La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a terminé sa visite à Taïwan aujourd'hui avant de se rendre en Corée du Sud. Une visite qui a fait couler beaucoup d'encre. L'élu de 82 ans a salué les dignitaires sur le tarmac de l'aéroport de Taipei avant de monter à bord d'un avion militaire américain. Nancy Pelosi qui a donc terminé sa visite à Taïwan en se rendant au Musée national des droits de l'homme alors que des manifestants et des partisans attendaient devant les grilles du bâtiment, mécontents de cette provocation faite à la Chine. Il déclare attendre les conséquences que Taïwan va devoir subir suite à cette visite. Attendons de voir quelles seront les conséquences. Lorsque Pelosi aura satisfait ses ambitions personnelles et quitté Taïwan, nous verrons les conséquences que Taïwan va devoir subir. Pelosi nous apporte-t-elle la guerre ou la paix, la prospérité ou la pauvreté? Je suis sûr que tout le monde connaît bien quelle est la réponse. Je pense que c'est un événement historique important. Elle est la 2e personne en lice pour la présidence des États-Unis. Sa visite ici ouvrira nos portes diplomatiques. Après ça, les responsables américains tels que le secrétaire d'État, d'autres législateurs ou gouverneurs d'État, le secrétaire à la défense, etc., pourront nous rendre visite sans aucun problème. Alors c'est une visite controversée et historique, on peut le dire, qui n'a pas tardé à faire réagir Pékin. Pékin qui a répondu par une série de sanctions commerciales et des manœuvres militaires de grande ampleur autour de l'île. À la veille du congrès du Parti communiste, la Chine se devait de hausser le ton. Karim Bouaziz. À peine Nancy Pelosi ait frôlé le tarmac de Taipei que Pékin laissa éclater sa colère. Et pour cause, rarement une haute figure de la politique américaine n'avait osé la manœuvre. Un affront, malgré les menaces répétées de Pékin les jours précédant le voyage officiel. Mais rien n'y fit. Les États-Unis ouvrent les hostilités et la victime collatérale se nomme l'île de Taïwan. Ce n'est pas cher payé pour redorer le blason de l'Empire. Sun Tzu se fait Yankee pour l'occasion. Et les représailles chinoises le soir même avec la venue de l'élu démocrate ne se sont pas fait attendre, avec des sévères sanctions économiques et des manœuvres militaires autour de l'île d'une grande ampleur. Depuis plusieurs années, tout geste, même indirect, en faveur de l'indépendance de l'île de Taïwan fait sortir Pékin de ses gonds. Considérant qu'il existe une seule Chine continentale, doctrine d'ailleurs du président Xi Jinping, les autorités chinoises critiquent la posture américaine qui ne respecte pas, selon elles, les principes fondamentaux des relations bilatérales. Pékin fait souvent aussi cas de vente d'armes de Washington à Taipei. Vente d'armes consistant à répondre aux manœuvres militaires chinoises de plus en plus fréquentes à quelques encablures marines de l'île. Et face à cela, Taïwan est en recherche constante de soutien appuyé de Washington. La venue de Pelosi hier démontre un soutien explicite. Surtout que la sortie américaine ne doit rien au hasard et on doit le dire, savamment orchestré. Car nous sommes à une séquence importante du temps politique chinois. Nous approchons du 20e congrès du Parti communiste et les dirigeants chinois ont besoin de démontrer qu'ils sont toujours aux commandes dans une période
où l'économie est en berne due à la séquence post-Covid-19. Prévu cet automne, le Congrès devrait confirmer Xi Jinping pour un 3e mandat à la tête du pays, une longévité inédite depuis le leader Mao Tse-tung. La légitimité du système chinois ne repose que sur 2 pendants, l'économie et le nationalisme. Taïwan permet de jouer sur le sentiment nationaliste à côté de l'économie grippée et surtout une population épuisée après 2 ans de politique chinoise du zéro Covid. Et ceux qui offensent la Chine devront donc être punis, affirme le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui accuse les États-Unis de violer la souveraineté chinoise. C'est une farce pure et simple. Sous couvert de démocratie, les États-Unis violent la souveraineté de la Chine. La dirigeante taïwanaise et ses semblables s'accrochent aux États-Unis et tournent le dos à la justice nationale. Ces comportements qui vont à l'encontre de l'ère du temps ne changeront pas le consensus international en faveur d'une seule Chine et ne modifieront pas la tendance historique selon laquelle Taïwan retournera inévitablement à la mère patrie. Il n'arrivera rien de bon à ceux qui jouent avec le feu. Ceux qui offensent la Chine devront être punis. Alors selon Gamal Abina, expert en questions internationales et invité de l'édition spéciale, les Américains ne font pas la guerre mais créent des tensions pour justifier le budget militaire. Il répondait aux questions de Abdelkader Edriyef. Les États-Unis sont trop couards pour envisager une guerre directe avec la Chine. Ils ne le feront pas parce que ce sont 2 puissances nucléaires. Par contre, ils sont très très intéressés par des guerres locales, des conflits dits de basse intensité ou des guerres par proxy, comme c'est les termes qu'on utilise pour dire en gros qu'ils font des guerres par personne ou État interposé. Donc les États-Unis qui ont besoin de justifier des dépenses militaires faramineuses, 700 milliards de dollars par an, c'est tout bonnement délirant, c'est quasiment la dépense presque mondiale en termes de dépenses militaires. Les États-Unis sont dans une situation où ils ont besoin de justifier de leur domination mondiale. Ça a toujours été une domination qui s'est faite par les armes. Alors la visite de Nancy Pelosi à Taïwan n'a pas que des répercussions géopolitiques. Elle pèse également de tout son poids sur l'économie mondiale. Hormis les sanctions commerciales annoncées ce mercredi par Pékin, la halte de la chef des députés américains risque de modifier la donne économique dans une région très sensible de la planète, une région par laquelle transite une bonne partie du trafic maritime marchand. Tous les scénarios sont désormais possibles. Khalden Batache. Si vis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. C'est à se demander si cette maxime martiale, désormais galvaudée, a encore du sens. À voir de nouveaux fronts de potentiels conflits militaires s'ouvrir dans différentes régions du monde, menaçant d'embraser la planète. Et le plus souvent, c'est l'économie qui trinque en premier. La visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, à Taïwan, ne déroge pas à la règle s'agissant des conséquences. La chef de l'aile sud du Capitole tenait en haleine toutes les places économiques et financières au moment où elle foulait le tarmac de l'aéroport de Taipei d'un pas peu assuré. De son côté, à la suite de multiples mises en garde quant à cette escale périlleuse, Pékin est passé à l'action en annonçant une première salve de sanctions commerciales. Haro sur l'importation de fruits et poissons de Taïwan et suspension de l'exportation de sable vers l'île. Une démarche d'ores et déjà critiquée par l'Occident dans un rôle qu'il affectionne tout particulièrement, celui du pompier pyromane. Une situation d'autant plus complexe que le terrain choisi pour cette confrontation revêt un caractère hautement stratégique. Il s'agit du détroit de Taïwan, un passage maritime n'excédant pas les 180 km, représentant à lui seul environ 48% des 5400 porte-conteneurs en opération dans le monde en 2022. L'agence Bloomberg estime que 88% du trafic des plus gros cargos se fait via cette espèce de zone logistique flottante. Cela ne fait donc pas l'ombre d'un doute. Le secteur de la marine marchande pourrait faire les frais d'un éventuel enlisement de la situation, alors qu'il se relève à peine d'une crise ayant duré 2 ans pour cause de pandémie mondiale. De nouvelles perturbations logistiques auraient un impact négatif sur les chaînes d'approvisionnement, notamment celles à flux tendu. A noter que la Chine est le premier partenaire commercial de Taïwan, avec des échanges qui ont grimpé en 2021 de 26% à 328 milliards de dollars.
Et toujours au volet économique, cette augmentation de 100 000 barils jour de la production pétrolière totale effective dès le mois de septembre, décidée par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés. Une décision prise ce matin lors de la 31e réunion ministérielle de l'Alliance, une réunion très attendue par l'ensemble des pays producteurs et importateurs de pétrole, notamment après la tournée de Joe Biden au Moyen-Orient. Nous avons décidé, les pays OPEP et non-OPEP, de continuer à accompagner la demande mondiale en matière de produits pétroliers et d'ajouter pour le mois de septembre une quantité de 100 000 barils par jour. Et ça se traduit par rapport à notre production nationale de 2000 barils par jour additionnels. 2000 barils par jour, donc ça donne une production globale pour notre pays de 1 057 000 barils par jour. C'est conforme à nos prévisions en matière de production nationale. Et nous avons décidé aussi, pays OPEP et non-OPEP, de se rencontrer, se revoir en septembre, le 5 septembre. Et interrogé sur les raisons ayant motivé ce choix, le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, a fait état d'un marché autant imprévisible que fluctuant. On l'écoute. La demande, elle n'est pas conforme à tout ce que nous avons prévu. Donc, par rapport au stock qu'on est en train d'observer, donc on a voulu rester prudent et garder un œil sur le marché et discuter ensemble sur les ajustements à faire pour pouvoir toujours alimenter le marché, rester conforme aux fondamentaux du marché et accompagner le marché pour chercher cet équilibre offre-demande pour les produits pétroliers. Et pour parler justement de cette augmentation, nous avons en direct avec nous au téléphone M. Boubacar Selami, expert en économie. Bonsoir. Bonjour madame. Alors cette augmentation de 100 000 barils jour peut paraître dérisoire, même si ce n'est pas le cas. Mais dans la conjoncture actuelle, en plein conflit russo-ukrainien, cette nouvelle décision tombe à point nommé, surtout pour les pays dits énergivores. Quel est votre commentaire, monsieur ? Oui, donc cette augmentation, elle rentre dans le processus de régulation de l'OPEC, l'OPEC+, du marché du pétrole. Il faut savoir qu'actuellement, il y a des quantités moins importantes, il y a une baisse importante de la production du pétrole. D'une part, donc ça a engendré l'augmentation des prix de ce produit, surtout les produits à grande consommation. Donc l'OPEC+, à chaque fois ou à chaque réunion, elle programme soit une augmentation, soit une diminution de la production. C'est pour garder un équilibre entre les consommateurs et les producteurs. Il y a certains pays, surtout les consommateurs, qui souffrent d'une augmentation importante. Actuellement, on y a un prix qui a touché parfois un peu des niveaux très importants. Donc, d'une part. D'autre part, il y a aussi les producteurs qui réclament aussi leur droit de garder un certain niveau de production, surtout avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a impacté ce marché d'une manière très importante. Donc il y a une baisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, une baisse importante sur le marché pétrolier. Les 100 000, donc je ne sais pas si 100 000 c'est une quantité qui n'est pas vraiment très importante, mais ça va quand même apporter une baisse, quoique elle ne sera pas très importante des prix, mais on va pas voir les prix diminuer au-dessous de $100, je pense pas, mais il y a toujours un manque sur les quantités sur le marché pétrolier, parce qu'il y a des quantités de la Russie, donc il y a une baisse, il y a une consommation importante. Ce conflit a vraiment déséquilibré le marché du pétrole. Donc je crois que d'ici quelques mois, il y aura soit une autre augmentation, soit on reste sur le même niveau de quantité.
Merci beaucoup, monsieur Boubacar Selami. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Dans l'affaire du gazoduc Nord Stream 1, le chancelier allemand Olaf Scholz a, depuis le site de l'industriel Siemens Energy, accusé ce mercredi la Russie d'être responsable du blocage de la livraison d'une turbine qui se trouve actuellement en Allemagne. Une turbine sans laquelle le pipeline qui fournit du gaz à l'Europe ne peut, selon Moscou, fonctionner normalement. Ce qui est important pour moi, c'est de faire comprendre que cette turbine est utilisable à tout moment et qu'elle peut être utilisée. Et rien ne s'oppose à ce qu'elle soit transportée en Russie. Si ce n'est que les autorités russes doivent faire savoir qu'elles ont besoin de la turbine, il faut aussi que les acheteurs fassent savoir qu'ils veulent la turbine et qu'ils fournissent les informations douanières nécessaires pour son transport vers la Russie. Et puis face au risque de crise énergétique en raison de sa privation partielle de gaz russe, l'Allemagne décide de prolonger l'exploitation de 3 centrales nucléaires en activité dans le pays. Mohamed Ouali Ben Chaban nous en parle. Pour croiser le fer avec une crise énergétique atroce, l'Allemagne ne compte pas débrancher les 3 centrales nucléaires opérationnelles dans le pays. Le chancelier allemand Olaf Scholz ouvre la voie à une prolongation de la durée d'exploitation et décide de sortir de l'énergie nucléaire en fin de 2022. Les 3 centrales nucléaires encore en activité en Bavière, Basse-Saxe et Bade-Wurtemberg concourent pour 6% de la production nette d'électricité en Allemagne. En ce qui concerne l'approvisionnement énergétique en Allemagne, les 3 dernières centrales nucléaires, comme tout le monde le sait, ne sont pertinentes que pour la production d'électricité et seulement pour une petite partie de celle-ci. Mais malgré tout, cela peut faire sens. La raréfaction des livraisons de gaz russe en Allemagne dans le contexte de la crise ukrainienne est derrière cette décision. Berlin doit trancher dans les prochaines semaines sur le sujet en s'appuyant sur une expertise en cours, la 2e du genre. Nous avons une fois de plus procédé à un test de résistance très strict concernant la situation de la production d'électricité en Allemagne. Il n'est pas encore terminé, mais il le sera bientôt et nous en tirerons les conclusions. Face à l'enlisement de la crise gazière, l'Allemagne, à l'instar de nombreux pays européens, cherche à compenser avec d'autres sources d'énergie, une remise en cause de l'arrêt du nucléaire en fin d'année, décidée en 2011 par Angela Merkel après la catastrophe de Fukushima, serait politiquement une mesure très forte. Et dans l'actualité également, le navire transportant le premier chargement de céréales exporté par l'Ukraine depuis le début de l'opération russe le 24 février dernier en direction du Liban. Après avoir été inspecté par une équipe de responsables russes et ukrainiens près d'Istanbul, le Razoni a quitté le Bosphore. Il devrait rallier prochainement le Liban. Puis au Yémen, le gouvernement internationalement reconnu et les Houthis ont accepté de renouveler la trêve nationale en cours pour 2 mois supplémentaires. Une nouvelle saluée par l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, Hans Grönberg, qui souligne toutefois l'importance de l'intensification des négociations entre les 2 parties pour une paix durable. Les détails avec Amin Toutah. C'est sous l'égide de l'ONU que les parties prenantes du conflit au Yémen ont convenu à une trêve de 2 mois, à compter du 2 août jusqu'au 2 octobre prochain. Un accord affirmé par l'émissaire onusien pour le Yémen, Hans Grönberg. Néanmoins, plusieurs habitants de la capitale Sanaa restent sceptiques quant à l'efficacité de l'accord. Même si la trêve est prolongée, elle est considérée comme inutile car il drogue le peuple avec une telle prolongation. Les aéroports n'ont pas été ouverts, les salaires n'ont pas été payés, les ports n'ont pas été ouverts et les conditions de vie des citoyens ne se sont pas améliorées pour que nous puissions considérer cette trêve comme bénéfique ou utile. Nous n'avons tiré aucun avantage de la trêve pour qu'elle soit prolongée pour la 3e, 4e ou même 1000000e fois. Nous voulons que la guerre prenne fin. L'Organisation des Nations Unies a mis l'accent sur une intensification des négociations dont l'objectif est d'arriver à une trêve plus durable entre le groupe Houthi et le gouvernement internationalement reconnu.
Outre le caractère sécuritaire, cette trêve pourrait éventuellement résoudre les questions humanitaires et économiques et de préparer la reprise du processus politique dirigé par les Yéménites sous la tutelle des Nations Unies. Empêtré dans un conflit civil qui dure depuis plus de 8 ans, ce pays de la péninsule arabique connaît une crise humanitaire majeure et une réduction des contributions onusiennes. Le Programme alimentaire mondial a invoqué un déficit chronique des financements et des répercussions du conflit en Ukraine. Certaines institutions humanitaires qui se trouvent sur place ont appelé à reconduire la trêve pour une période supérieure à 3 mois. Le programme nucléaire iranien avance très vite et gagne en ambition et en capacité. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, l'a affirmé ce mercredi lors d'un point de presse à l'ONU. Grossi qui demande également à l'Iran d'accorder aux inspecteurs de l'AIEA un accès proportionné à la taille de son programme d'enrichissement d'uranium si l'agence veut garantir et maintenir crédible qu'il est pacifique. L'Iran de 2022 est très différente de celle de 2015 et je pense que tout le monde le reconnaît, à commencer par les Iraniens qui affirment qu'ils avancent à grands pas et qu'ils font des progrès étonnants et que le programme avance très vite et pas seulement en avant, mais aussi latéralement parce qu'il gagne en ambition et en capacité. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas le vérifier, mais il est clair que nous avons besoin d'un degré d'accès proportionnel aux caractéristiques de ce programme. Et puis en Irak, les partisans de l'influent leader chiite Muqtada Sadr, venu des 4 coins du pays, continuent d'occuper le Parlement à Bagdad pour la 5e journée consécutive pour protester contre la candidature d'un Premier ministre proposé par des factions rivales. Nous, sadristes, n'avons manqué et ne manquerons aucune manifestation depuis la chute du régime précédent de Saddam Hussein. Jusqu'à ce jour, nous avons envahi le Parlement à 4 reprises. Si j'étais Premier ministre, j'emploierais ces jeunes hommes, même s'il n'y a pas de travail. Je les nommerais pour surveiller les frontières, celles de la Syrie ou d'ailleurs, qu'ils nous donnent n'importe quel travail, qu'ils me recrutent. Je serai le premier à aller aux frontières, qu'ils fassent quelque chose. Nous sommes tous au chômage. Et puis retour dans la région, les appels à la réduction des prix du carburant se multiplient au Maroc sur fond d'indifférence du gouvernement et du Premier ministre Aziz Akhanouch qui continue d'ignorer les revendications du peuple marocain. Les sociétés de distribution de carburant et à leur tête celles détenues par Akhanouch, dont les Marocains ne cessent de réclamer le départ, sont la cible de critiques acerbes à cause de l'augmentation significative de leurs marges bénéficiaires au détriment du bien-être des citoyens, outre les soupçons de recours à des pratiques illégales. La secrétaire générale du Parti populaire du Botswana, Madame Nuno Kavela Mukoka, a affirmé la position ferme de son parti dans sa solidarité avec le droit légitime du peuple du Sahara occidental à la liberté et l'indépendance. C'était ce matin lors de sa visite à l'ambassade sahraoui au Botswana où elle s'est entretenue avec l'ambassadeur sahraoui Ma'el-Ainin Lekhal. Lors de cet entretien, elle a déclaré que le Maroc, puissance occupante, doit comprendre qu'il est inacceptable qu'il poursuive son occupation illégale du Sahara occidental. Suite aux tensions qui règnent en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a décidé lors d'une réunion de demander aux Nations Unies le départ du porte-parole dans un bref délai. Depuis le 25 juillet dernier, des manifestants en colère ont saccagé et pillé des installations de la MONUSCO, présente en RDC depuis 1999. 28 manifestants et 4 casques bleus ont été tués selon un bilan officiel. Et par ailleurs, le porte-parole du gouvernement congolais, ministre de la Communication, a déclaré que la mission de la MONUSCO sera réévaluée. Au cours de ces entretiens, les populations ont formulé une demande claire, celle de voir partir de la République démocratique du Congo la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Dès ce qui précède, le gouvernement a été instruit de diligenter une réunion avec la MONUSCO en vue de réévaluer le plan de son retrait,
convenue en vertu de la résolution 2556 du Conseil de sécurité. Au Congo, à l'issue des élections législatives, c'est sans surprise que le Parti congolais du travail, le PCT de Denis Sassou Nguesso, a remporté 111 sièges sur les 151 de l'Assemblée nationale. Le PCT est suivi par l'Union des démocrates humanistes et de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Dans les prochains jours, l'Assemblée nationale congolaise doit donc se doter d'un nouveau bureau, alors qu'un remaniement technique du gouvernement est envisagé. Et zoom sur les circonstances de la mort du chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, une mort survenue lors d'une frappe américaine sur Kaboul, capitale afghane, une région aux mains des talibans et qui a longtemps été considérée comme le refuge des groupes terroristes. Le porte-parole de la Maison-Blanche pour les questions stratégiques, John Kirby, revient justement sur la question. Il affirme qu'aujourd'hui, l'Afghanistan n'est pas un refuge sûr et ne le sera pas à l'avenir. On l'écoute. Je pense que si vous deviez demander à certains membres d'Al-Qaïda, demandez-leur s'ils se sentent en sécurité en Afghanistan en ce moment. Je pense que nous avons prouvé que l'Afghanistan n'est pas un refuge sûr et qu'il ne le sera pas à l'avenir. Cette action démontre que sans force américaine sur le terrain en Afghanistan est en danger. Nous restons capables d'identifier et de localiser même le terroriste le plus recherché du monde, puis de prendre les mesures nécessaires pour l'éliminer du champ de bataille. L'Hexagone affronte aujourd'hui la journée la plus chaude du 3e épisode caniculaire enregistré depuis juin, avec des températures qui pourraient atteindre jusqu'à 40 degrés Celsius dans le sud-ouest et une sécheresse chaque jour plus marquée. Entre restrictions et inquiétudes, Paris annonce aujourd'hui l'arrêt immédiat de l'arrosage des parcs et jardins dans la journée, alors que la capitale française est placée en vigilance sécheresse niveau 1. Nous avons décidé, nous, de mettre en place immédiatement ces systèmes-là, c'est-à-dire nous n'arrosons pas les parcs ou les jardins du tout dans la journée, nous n'arrosons que le soir et la nuit. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une page météo juste après ce journal. Et pour plus d'informations, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Il vous suffit simplement de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Bonne soirée sur Al24 News.